à tout, donc heureusement que c'est pas moi qui parle. Ok. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir à l'ICEP pour cette conférence. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent donc, sur les réseaux sociaux et en direct sur YouTube. Alors, bonjour monsieur Thibaut Gibelin. Vous êtes venu aujourd'hui donc, pour nous présenter votre livre « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne ». Vous êtes un auteur et chercheur spécialisé sur les questions politiques européennes et en particulier sur l'Europe centrale. Donc aujourd'hui, vous êtes venu nous apporter une perspective analytique approfondie sur la politique de cette zone de l'Europe et surtout en fait nous donner les clés du suffin que Viktor Orban a utilisé pour arriver au pouvoir et pour pouvoir tout simplement mener une politique culturelle, civilisationnelle différente de la France. Merci, c'est à vous. Merci beaucoup Kenza. Merci à tous d'être présents ce début d'année. J'imagine que vous aviez beaucoup d'obligations pour les fêtes avec vos proches, vos familles, et je suis très heureux d'être parmi vous pour commencer cette année 2024 à l'ICEP. Alors, peut-être un petit mot d'où viennent ces livres. Moi, je suis Thibaut Gibelin, j'ai eu 34 ans il y a 2 jours, et je m'intéresse à la Hongrie depuis en fait une douzaine d'années. D'abord d'une manière parfaitement anodine. Simplement, j'ai fait un semestre Erasmus à Budapest, ce qui a été fort sympathique. Mais surtout, ça m'a mis la puce à l'oreille sur une société européenne qui avait encore une unité ethnoculturelle. Ça, c'était peut-être le premier élément qui m'a frappé. Et puis après aussi, une différente manière d'appréhender les réalités contemporaines. Que ce soit sur des questions d'ordre idéologique ou culturel. Et j'ai ensuite poursuivi mon cursus dans le fil des affaires européennes. Voilà, ça m'a conduit, après des études à Sciences Po à Aix-en-Provence, à travailler au Parlement européen. Et au Parlement européen, entre 2014 et 2018, où j'y étais, il y a une question qui a beaucoup agité l'UE, c'est la question de la crise migratoire. Et il se trouve que la Hongrie, à ce moment-là, est entrée, je dirais, a pris la lumière dans les affaires européennes, puisque la Hongrie, c'est à la fois la frontière de l'espace Schengen et de l'Union européenne sur les Balkans, en tout cas sur la Serbie. Or, dans le cadre de la déstabilisation du Moyen-Orient, de la guerre en Syrie, de la déstabilisation de la région, la migration biblique qui aller plutôt vers l'Europe du Nord ou l'Europe de l'Ouest, passer par là. Et en 2015, Viktor Orban a décidé de bloquer le flux pour respecter ses engagements, les engagements inhérents à un membre de l'espace Schengen, c'est-à-dire qu'on garde la frontière commune au bénéfice de tous les autres. Et pour cette raison, il a été conspué, il a été très critiqué, et à ce moment-là, à Bruxelles, on avait un sentiment, je dirais, de désarroi, puisqu'on pouvait beaucoup parler et faire des débats et des propositions de résolution, etc., sur le bien fondé des politiques migratoires, des politiques d'asile européennes, mais on ne pouvait pas agir. Et un État-nation, la Hongrie, lui, se trouvait en situation d'agir, alors que la Hongrie, c'est moins de 10 millions d'habitants. Donc je me suis demandé comment faire de la politique européenne de manière constructive, et je voulais m'intéresser au cas hongrois. C'est pour ça que je suis retourné en Hongrie, qu'après quelques temps de rédaction, ce livre est paru en 2020. Et j'ai ensuite commencé une thèse de doctorat en cotutelle entre Paris et Budapest. Et donc j'enseigne en parallèle de mes travaux, de mes recherches, au Matthias Corvinus Collegium, sur une université hongroise, sur laquelle je reviendrai plus longuement. Voilà où nous en sommes. Alors, la question qui brûle les lèvres des Français quand on constate que la Hongrie fait cavalier seul, c'est pourquoi y a-t-il une espèce d'anomalie européenne? Pourquoi a-t-on affaire à un pays réfractaire? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut remonter dans la longue histoire. Ce qui m'a intéressé avec cette particularité hongroise, c'est qu'elle n'est pas un événement conjoncturel. Elle n'est pas un accident, un sursaut populiste. Elle est, telle que je l'interprète, une
émergence, une résurgence de l'Europe centrale. C'est ainsi que j'ai formulé le sous-titre du livre. Une résurgence de l'Europe centrale parce que cette région a été démantelée dans la foulée de la Première Guerre mondiale. Elle n'a pas eu de structure politique propre et c'est aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne qu'elle a retrouvé une forme d'unité interne. Voilà. Donc intéressons-nous d'abord sur qu'est-ce que la Hongrie dans la longue durée. Eh bien, un historien hongrois qui s'appelle Jenő Szűcs avait défini 3 Europes. Une Europe occidentale, une Europe orientale et puis une Europe médiane. Cette Europe médiane, c'est celle qui fait partie de la Rome d'Occident, donc de la catholicité au Moyen-Âge, mais qui ne faisait pas partie de l'Empire carolingien. C'est-à-dire précisément le bassin de la Vistule, donc la Pologne, la Bohême-Moravie, ce qui est la Tchéquie aujourd'hui, et le bassin des Carpates, donc la Hongrie, la Slovaquie, avec un prolongement dans le nord de la Serbie actuelle, dans la Transylvanie roumaine, puisque ces régions constituaient le royaume de Hongrie avant son démantèlement. C'est intéressant de s'intéresser à cette période parce que la structuration de l'Occident et la conscience même de ce que sont les peuples date de cette époque-là. C'est-à-dire que dans ces pays d'Europe centrale que j'ai cités, il y a une moindre empreinte, impériale. La France particulièrement est une province, enfin un ensemble de provinces de l'Empire romain qui a retrouvé une unité sous les rois de France. Mais on a retrouvé une unité romaine que la dislocation de l'Empire romain d'Occident avait momentanément enlevée. Peut-être qu'on peut faire il y a une réelle proximité entre le monde germanique et cette Europe centrale, mais il y a 3 particularités de l'Europe germanique. D'abord, c'est qu'elle était frottée d'influences romaines au sud et à l'ouest. Le deuxième élément, c'est que son immensité lui a valu une grande variété interne. Et le troisième élément qui est le plus important, c'est que l'Allemagne est entrée dans l'ordre romain pour en prendre la tête. D'abord avec l'Empire carolingien, puis avec le Saint-Empire romain germanique. C'est un peu différent avec les pays d'Europe centrale. Les pays d'Europe centrale sont, pour les Polonais, comme les Hongrois, comme les Tchèques, des peuples qui ont intégré la chrétienté d'Occident sans être conquis politiquement. Ça, c'est décisif. Donc vous avez une espèce, ce que j'appelle une double appartenance. D'abord, un ancrage très fort dans les origines populaires et dans le sentiment originel du peuple, et une filiation d'ordre civilisationnel avec l'Europe, avec l'Occident, avec cette triple empreinte de la civilisation européenne, la Grèce, Rome et la chrétienté. Ça, ce sont les 3 éléments. Et ces pays, pendant le Moyen-Âge, c'est-à-dire jusqu'au XVIe siècle, vont se structurer et se développer de manière remarquable, et avec une véritable unité culturelle avec le reste de l'Europe. Par exemple, c'est de la France que viennent l'ensemble des principes et des coutumes de la chevalerie, en termes d'art de vivre. Ça va passer par le monde germanique, et puis ça va aussi avoir un épanouissement considérable dans ces pays d'Europe centrale. Les rois hongrois ont été d'ascendance française au XIVe siècle, c'est la dynastie d'Anjou, qui a donc donné des rois très importants à la Hongrie, notamment Louis le Grand, et ces rois ont apporté avec eux énormément d'éléments français. Mais c'est aussi le cas pour les Tchèques, qui ont beaucoup appris de leur art de gouverner au moment de leur âge d'or, de la France capétienne. Donc vous avez un tronc commun médiéval qui forge vraiment une unité européenne évidente pour ces peuples-là. Et vous l'aurez bien noté, ils ne partagent pas l'antiquité pré-médiévale. Donc c'est bien à ce socle médiéval que se rattachent leurs traditions et leur filiation européenne. Mais quand vient la Renaissance, vous allez avoir différents traumatismes historiques qui vont
puissamment marquer cette région et parfois l'arracher aux cours européens dominants tels que l'Europe carolingienne, hein, cette médiane autour de l'axe du Rhin et de la France et de l'Allemagne, va le poursuivre et le porter à son pinacle. Ça commence d'abord avec les Hongrois. Hein. Les Hongrois sont confrontés à la première puissance du monde au XVIe siècle, qui est l'Empire ottoman. Hein, l'Empire ottoman à l'époque, c'est pas que la Turquie actuelle, c'est aussi tous les Balkans, mais c'est aussi tout le Levant, l'Égypte, l'Irak, la Syrie. Donc cette puissance est en plus sous la domination d'un très grand souverain qui s'appelle Soliman le Magnifique. Et quand l'armée hongroise est défaite à la bataille de Mohacs, hein, en 1526, c'est une armée de 100 000 hommes qui écrase la Hongrie. Pour vous donner un niveau de comparaison, l'année précédente avait lieu la bataille de Pavie entre la France de François Ier et le Saint-Empire. Et ces deux puissances principales de l'Europe avaient réuni chacune 25 000 hommes. L'armée de Soliman le Magnifique, c'était 100 000 hommes. Donc c'est vraiment le monde oriental et islamique entier qui a investi le bassin des Carpates et qui a arraché la Hongrie à, je dirais, son ancrage européen traditionnel, tel qu'il s'était imposé au fil des siècles médiévaux. Et cet arrachement va pas être complet, hein, puisque le nord et l'ouest de la Hongrie vont être une zone frontière où les Habsbourg, la puissance allemande dominante, vont maintenir leur présence. Voilà. Et vous avez aussi le cas de la Transylvanie, hein, qui est aujourd'hui une région roumaine, qui est gouvernée par des Hongrois et qui perpétue aux yeux des Hongrois la continuité de l'histoire nationale à cette époque. Alors c'est tout à fait important parce que précisément à cette époque-là, vous avez des événements majeurs comme la Réforme, comme l'affirmation de l'Europe moderne en dehors des canons stricts, hein, de la catholicité médiévale. Et ce sont des influences que la Hongrie ne va pas percevoir, ne va pas recevoir comme les autres. On peut, si on veut, faire une analogie avec le rideau de fer qui a impliqué des développements séparés de part et d'autre du rideau de fer. La Hongrie n'est pas un pays unique dans ce cas, hein, en termes de dépossession d'histoire nationale. Pour les Tchèques, c'est un peu plus tard, en 1620, au début de cette désastreuse guerre qui est la guerre de 30 ans, les Tchèques vont être battus par une grande coalition internationale catholique. Eux, ils sont du côté protestant, qui est aussi une grande ligue internationale. Et finalement, la Tchéquie va être le champ de bataille de cette confrontation. Et il va s'en suivre une dépossession énorme de la noblesse de Bohême, de la noblesse tchèque, et une dénationalisation de l'élite. Et ça va puissamment marquer l'histoire nationale tchèque. On appelle cet âge l'âge des ténèbres. Il va durer plus de 120 ans. Autre élément, la Pologne. Aujourd'hui, c'est une réalité que tout le monde a en tête, puisque nous sommes dans une situation de guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. La Pologne vit dans sa chair les dépossessions de territoires que l'Ukraine subit, parce que la Pologne a été démantelée également, hein, en 3 temps, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, pas seulement au bénéfice de la Russie, mais aussi de la Prusse et de l'Autriche. Et cette éclipse, hein, de la carte de l'Europe pendant 130 ans a attisé le sentiment de l'existence nationale, le fait qu'une nation peut disparaître, le fait qu'il n'y a pas, par exemple, emblématiquement pour le cas français, il n'y a pas un cheminement glorieux de l'histoire nationale qui nous ouvre vers l'universel et pour être un modèle exportable. Non, ce qui constitue une nation, c'est la résistance à la fois humble et inexorable contre ce qui va nous dissoudre, contre ce qui va nous absorber. Et je crois que cette sensibilité-là, elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre aujourd'hui en Hongrie, elle est à l'œuvre ailleurs dans l'Europe centrale. Et c'est un élément qu'il faut absolument garder en tête. D'autant plus que, si on regarde ce que nous avons vécu, nous, à l'Ouest, précisément quand cette Europe centrale connaissait une contraction tragique,
l'Europe occidentale, elle, découvrait le Nouveau Monde. Les Anglais l'ont investi complètement par leur thalassocratie. La France, d'un premier mouvement, a eu donc les Indes françaises, toute l'Amérique du Nord pratiquement, puis au XIXe siècle, des larges pans de l'Afrique, l'Indochine, etc. Et donc, le rapport à l'universel n'est pas le même. Et je crois qu'aujourd'hui, l'une des choses les plus précieuses que peut nous enseigner l'Europe centrale, c'est un rapport critique à l'universel. Nous ne sommes pas le monde, nous ne sommes pas le centre du monde, et aujourd'hui, de fait, l'Europe l'est de moins en moins. Et sortir de cette illusion, finalement, que, vous le savez, Antoine de Rivarol écrivait à la toute fin de l'Ancien Régime que le français est une langue universelle et la langue de l'universel. On parlait de l'universalité de la langue française. On a eu tendance aussi à parler de l'universalité de l'homme français. Et quand on proclame les droits de l'homme supposément français, on proclame les droits de l'homme de l'humanité tout entière. C'est précisément une forme de mirage dont l'Europe centrale a été, je dirais, privée. Elle a été vaccinée contre par les tragiques chapitres de son histoire. Voilà pour le volet historique qui me semblait très important de mentionner. Un autre élément qui explique donc, la résurgence de l'Europe centrale, c'est qu'elle a connu un brutal rappel de ce qu'elle est après la Deuxième Guerre mondiale, et même si je puis dire au fil du XXe siècle. Puisque le XXe siècle, finalement, a commencé avec l'effondrement des empires centraux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en dehors de l'Allemagne, qui est restée unifiée, quoique légèrement écornée, et de l'immense URSS, eh bien, il y a tous ces petits pays intermédiaires qui n'ont pas de cadre d'existence viable. Ça, c'est quelque chose que les esprits critiques avaient très bien décelé dès la signature du traité de Versailles. C'est que le fait de laisser une Allemagne entière avec une Europe centrale émiettée allait exposer ces pays à être écrasés soit par la Russie, soit par l'Allemagne. Ils l'ont été par l'un, puis par l'autre. Et ensuite, ils ont passé un demi-siècle quasiment sous régime communiste derrière le rideau de fer. Ça aussi, ça a rappelé ces pays d'Europe à ce qu'ils sont. Et notamment le fait qu'ils ont une vocation de coopération et un devenir commun. Cette Europe centrale, en fait, elle a redécouvert le sens d'une unité organique et fonctionnelle sur le plan politique, même si c'était dans la douleur, sous la houlette des Habsbourg, de l'Empire Habsbourg. Vous le savez, les Habsbourg ont été les souverains du Saint-Empire romain germanique de façon continue, à partir du XIVe siècle. Et petit à petit, notamment avec les guerres de religion, l'Empire a perdu son sens, mais même son existence concrète. Et on est passé du Saint-Empire à l'Empire d'Autriche, quand Napoléon a imposé la dissolution du Saint-Empire en 1806. À ce moment-là, le pivot est complété, je puis dire. L'Allemagne du Nord est définitivement perdue pour Vienne. Elle était de façon toute symbolique dans le giron viennois. Et c'est l'Europe danubienne, ce vaste ensemble des pays de la couronne de Saint-Étienne, donc la Hongrie, qui devient le centre de gravité. Quand en 1848 se pose la question du printemps des peuples et de que faire de ces peuples qui réclament chacun leur indépendance, František Palacký, qui est un grand penseur tchèque, a écrit un texte sur les raisons d'être de l'État autrichien et a dit si l'Autriche n'existait pas, il faudrait l'inventer. Parce que l'Autriche, c'était la manière dont ces peuples trop petits pour exister libres face aux grands ensembles impériaux, pouvaient finalement se constituer. Donc l'Autriche était autant un syndicat de petites nations, sous la domination des Allemands d'Autriche, qu'un empire d'Autriche. Et ceci a été d'autant plus évident pour les pays d'Europe centrale que la puissance nationale s'est muée finalement en rouleau compresseur idéologique, que ce soit le national-socialisme d'un côté ou le communisme de l'autre. Si bien que la résurgence de l'Europe centrale ne se fait pas uniquement sous
la conscience avivée de l'existence nationale, mais aussi de la nécessité d'un ordre international européen, mais qui soit le havre, qui soit la manière de concerter, au sens musical du terme, ces différentes nationalités. Et aujourd'hui, l'approche européenne que défend le Fidesz de Viktor Orban va dans ce sens. C'est une Europe forte, de nations fortes. Ce n'est jamais idéaliser une Europe chimérique sur le dos des nations, ou exalter de manière un petit peu immature ou d'un enthousiasme chauviniste la nation avant tout, en rejetant toute conscience d'appartenance supérieure. Cette conscience d'appartenance supérieure, je vous l'ai précisé tout à l'heure, elle tient à cette filiation à la civilisation européenne qu'ils ont rejoint autour de l'an 1000. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on passe de toute cette énorme matrice historique à l'aventure politique du Fidesz de Viktor Orban? Eh bien, Viktor Orban est né en 1963, donc il est dans sa jeunesse confronté au système socialiste déliquescent. La rude épreuve, l'épreuve du feu pour les Hongrois, ça a été 1956, quand, dans le cadre de la déstalinisation, il semblait qu'on pouvait rejeter finalement le système communiste, et finalement, évidemment, la révolte a été écrasée. Mais les Hongrois ont eu en bénéfice un socialisme accommodé à la sauce hongroise. On appelait la Hongrie la baraque la plus vivable du camp socialiste. Si bien que ce socialisme brinque-ballant, qui ne faisait aucune illusion chez les Hongrois dans leur immense majorité, arrivait exténué dans les années 80. Viktor Orban s'est engagé très tôt dans une approche très dissidente de la politique. Et il est devenu vraiment, je dirais, antisocialiste lors de son service militaire, donc, tout début des années 80. Et quand il est entré à l'université, il s'est imposé dans la vie associative étudiante comme un trouble-fête, comme un antisystème, dirait-on aujourd'hui. Et en 1988, il crée avec un ensemble d'amis le Fidesz, c'est-à-dire Fiatal-Demokraták Szövetsége, l'Alliance des jeunes démocrates. Alors cette association a deux caractéristiques. Elle est interdite aux plus de 35 ans, c'est fondamentalement un mouvement de jeunes, et elle est interdite aux membres du KIS, c'est-à-dire des jeunesses communistes. Pour vous dire un petit peu à quel point la Hongrie est à cette époque-là, on peut avoir les coups des franches si on a de l'audace, même si chacun vit dans le fatalisme du communisme ambiant. En 1989, nous sommes au mois de juin, a lieu la réinhumation des ministres hongrois fusillés en 1956 après la répression. Et le Premier ministre s'appelait Imre Nagy, et il figure avec ses autres ministres sur la place des héros. Bon, c'est une réinhumation symbolique, évidemment. C'est un événement de célébration nationale hongroise et je dirais à la limite, sur la ligne de crête entre le politiquement incorrect et la dissidence, et simplement un hommage officiel sans trop d'éclat. Eh bien, Viktor Orban va être choisi comme représentant de la jeunesse hongroise pour faire un discours, et aux surprises, il va appeler au départ de l'armée rouge. Et ça va créer un émoi considérable parce que le discours était radiodiffusé dans le pays. Il y avait 300 000 personnes présentes. Il a 26 ans à l'époque. Et quelques semaines plus tard, le rideau de fer va céder à la frontière austro-hongroise, à Sopron, dans le cadre d'un activisme pacifiste. Ça va permettre aux Allemands de l'Est, en passant par le bloc, donc en rejoignant la Hongrie, de passer en Autriche et donc de rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. Ça va créer ces troubles importants de l'automne 1989 à Berlin, et le mur de Berlin va tomber dans la foulée. Donc on est, dès les débuts de la carrière politique de Viktor Orban, sur un flair politique, le fait que l'histoire bascule et que on peut élargir sa marge de manœuvre. Et finalement, élargir sa marge de manœuvre et gagner
des succès politiques. C'est exactement ce que fait le Fidesz de Viktor Orban dans la mesure de ses moyens et dans la mesure de la puissance et du poids de la Hongrie. Et c'est dans ce sens-là que la Hongrie a des choses intéressantes à apporter. C'est qu'il n'y a pas un rapport idéal, un rapport abstrait, un rapport idéologique à une espèce de quête dans le combat politique. Il y a un rapport très pratique à ce que nous pouvons apporter de meilleur pour notre peuple. Et c'est une leçon de politique assez constructive, je pense. Viktor Orban va mener une liste Fidesz lors aux premières élections libres en 1990 et il va être élu député. Il est élu député depuis, puisqu'il a toujours mené la liste Fidesz aux élections. C'est d'abord 2 mandats dans l'opposition qu'il va faire, puis il va être élu Premier ministre à 35 ans en 1998. Là, il va avoir typiquement une expérience politique de représentant, c'est-à-dire qu'il va arriver avec une majorité strictement parlementaire, mais il n'a pas d'emprise dans ce qu'on appelle l'état profond, dans les structures du pouvoir. Il va réaliser l'un des aspects de son programme, qui est le rapprochement de la Hongrie à l'UE et à l'OTAN, c'est-à-dire en fait rejoindre les structures européennes, fidèle à cette filiation européenne, donc, qui est l'Europe du moment. Ce n'est pas eux qui déterminent finalement exactement quel est cet ensemble européen, mais ils veulent y appartenir, avec quand même le sentiment de rejoindre une Union européenne fondée sur les épaules, je dirais, de Gaulle et d'Adenauer, c'est-à-dire une Europe des nations, et pas du tout ce qu'elle est en train de devenir sous l'influence de Jacques Delors et du traité de Maastricht. Au bout de 4 ans, Viktor Orban perd les élections et il va rester 8 ans à nouveau dans l'opposition. Et pendant ces 8 années, il va profondément réévaluer son modèle politique. Il va prendre conscience des limites finalement de cette représentation parlementaire qui n'est ni appuyée par un média, enfin une puissance médiatique capable d'expliquer ce que veut le politique, qui n'est pas non plus relayée par une puissance, je dirais, associative, un ancrage dans le pays qui soutiennent l'effort politique gouvernemental. Il s'agit d'avoir, au-delà d'une administration, une véritable force de gouvernement pour offrir un chemin national spécifique à un peuple. C'est ça qui est en question. Et à ce moment-là, la Hongrie rencontre de profondes difficultés. Dès les élections donc de 2002 étant perdues, en 2006, Viktor Orban perd à nouveau. Mais le gouvernement socialiste hongrois a fait des bévues incontestables, notamment trafiqué des comptes qui ont trompé la Commission européenne sur l'état des finances hongroises. Et ça fait l'objet de révélations par le Premier ministre lui-même, qui s'appelle Ferenc Gyurcsány. Et cette révélation met le feu aux poudres. En 2006, c'est 50 ans après la fameuse révolution de 56. Et donc à l'automne 2006, vous avez un contexte quasiment insurrectionnel où le gouvernement socialiste en place va perdre sa crédibilité parce que les Hongrois vont identifier la continuité. En fait, en 1990, l'élite officielle en place était une courroie de transmission de Moscou et cet internationalisme va simplement changer de sens et on va prendre les ordres de Washington et de Bruxelles. Donc, cette continuité, d'autant que Ferenc Gyurcsány était l'un des leaders des jeunesses communistes à la fin des années 80. Donc, il y a une vraie continuité dans le fait que l'élite en place est étrangère à l'intérêt national. Et ça va susciter une profonde recomposition politique, ça va élargir les marges de manœuvre du Fidesz, d'autant que la crise de 2008 arrive à ce moment-là et la Hongrie va en pâtir énormément. Elle est dans une situation aussi mauvaise que la Grèce dans les années 2008-2009. Elle conçoit un prêt au FMI notamment à ce moment-là. Elle est vraiment dans une situation compliquée. Donc ceci explique qu'au printemps 2010, Viktor Orban revient avec 2 tiers des sièges à l'Assemblée,
c'est-à-dire une majorité constitutionnelle. Et c'est là que l'étape, je dirais, importante est franchie, c'est que Viktor Orban a les moyens de prendre le pouvoir et il va le faire. Je dirais que là, après, tous ces éléments, vous les trouvez à la fois dans mon livre et dans celui de Balázs Orbán. Le mien, donc, sur les développements, d'ailleurs surtout jusqu'en 2020, et puis Balázs Orbán avec une autre approche. Une autre approche qui est celle d'un conseiller du prince. Balázs Orbán a 37 ans, mais il est le directeur politique du Premier ministre, et j'ai eu l'honneur de préfacer son livre pour l'édition française. Balázs Orbán est aussi le président du conseil d'administration du MCC, donc c'est l'université en fait où je travaille, et il a eu à souhait dans ce livre de mettre en valeur la spécificité de la stratégie hongroise du point de vue d'un acteur. Et c'est ça évidemment qui fait aussi l'intérêt de ce livre, puisque on le constate, la Hongrie commence à intéresser au-delà de ses frontières. Il y a des événements internationaux organisés à Budapest, notamment la fameuse CIPAC, qui est un grand événement politique américain. En fait, les Hongrois ont décidé d'en faire une pour l'Europe, et vous avez des protagonistes politiques américains et des quatre horizons qui viennent à Budapest à ce moment-là. Viktor Orban, en fait, n'a pas seulement été élu en 2010 avec 2/3 des voix, il a été réélu avec cette majorité constitutionnelle en 2014, en 2018 et en 2022, ce qui le porte au pouvoir jusqu'en 2026. Il y a donc un véritable art finalement politique hongrois, et c'est évidemment quelque chose de central dans une Union européenne qui est aujourd'hui extrêmement marquée par l'instabilité gouvernementale. Le grand axe nord-sud de l'Europe entre l'Allemagne et l'Italie est marqué par ces gouvernements de coalition bancale qui en fait neutralisent la capacité d'action. La France s'en sort tout à fait différemment parce que nous avons depuis 1958 un régime très présidentiel, mais les élections de 2022 ont fait que la majorité présidentielle n'existe pas. Et donc nous avons en Hongrie une situation où c'est le plébiscite populaire qui donne les coups des franches au pouvoir, et non pas une forme de dépassement du peuple, de dépassement de la démocratie par un règne des experts. Ça, c'est quelque chose d'assez central. En Hongrie, vous avez depuis 2010 de nombreuses consultations nationales. Il y a eu quelques référendums, mais il y a aussi simplement des consultations où on envoie des lettres aux citoyens avec un questionnaire, pour recueillir leurs impressions. Alors évidemment, ces questions sont orientées, elles sont là on répond par oui ou par non, et elles sont là pour appuyer l'action gouvernementale, et l'opposition qui redoute de perdre le résultat de cette consultation appelle au boycott. Ce qui fait que vous avez une énorme majorité de soutien à la proposition gouvernementale, puisque ceux qui répondent sont ceux qui, dans leur grande majorité, soutiennent les actions que le gouvernement hongrois soumet à l'approbation du peuple. Quelques éléments thématiques avant de passer aux questions pour vous donner un petit peu à penser sur cette manière que la Hongrie a eu de reconquérir des pans de souveraineté. Vous avez par exemple la question médiatique. La question médiatique, on en a beaucoup parlé parce qu'on a accusé la Hongrie d'avoir bâillonné les médias d'opposition. En fait, les médias pro-Fidesz étaient quasiment inexistants au début des années 2000, puisque le Fidesz avait initialement les faveurs, je dirais, de la gauche libérale, parce qu'il était un mouvement de jeunes qui voulait s'émanciper de la tutelle communiste. Mais dès qu'il a pris un tour national conservateur, il a perdu ces soutiens-là. Donc il a fallu développer des médias qui permettent de donner à entendre la voix de droite. Ça a été fait d'une part avec des médias privés, donc là ce sont des cercles en fait, de conservateurs dans les poches conservatrices de la société qui ont mis ce système en place, qui ont aussi racheté
des médias, comme d'ailleurs aujourd'hui ça se fait aussi avec des hommes d'affaires très puissants, hein, qui développent finalement une sphère médiatique plus populiste, plus de droite, hein. Donc il y a éventuellement une urbanisation de ce point de vue-là de la politique française à 20 ans, à 10 ans d'écart, 10 ou 20 ans d'écart. Et vous avez aussi, quand le Fidesz a pris le pouvoir, un changement de ton dans les médias publics. Ça, c'est une réalité. Donc, mais en fait, on prend conscience, quand on regarde les médias hongrois, que vous avez une forte polarisation. C'est-à-dire que vous entendez pique-pendre sur le gouvernement en place, et vous entendez aussi des propos franchement louangeurs. En France, vous n'avez pas ça. Voilà. Vous avez, je dirais, un mainstream qui est très... alors qui n'est peut-être pas d'ailleurs strictement pro-gouvernement, mais qui accompagne le dépassement des nations et la vision du monde comme un vaste supermarché où l'histoire nationale est dissoute. Et puis vous avez quelques poches de résistance, mais qui ne font pas du tout contrepoids. Il y a eu aussi beaucoup de débats en Hongrie, en Europe à propos de la Hongrie, sur les réformes de la justice. La justice a été réformée notamment pour accélérer le départ des juges issus de la magistrature communiste. Ça a été l'enjeu de profondes controverses, et la Hongrie a toujours joué le jeu de la concertation, avec notamment la commission de Venise, qui est un organe de concertation du Conseil de l'Europe. Et finalement, l'âge a été modifié pour agréer, finalement, pour que tout le monde y trouve son compte. Le meilleur, je dirais, outil, hein, le meilleur agent de l'évolution post-communiste de la Hongrie, c'est le temps. Parce que finalement ces juges partent à la retraite quoi qu'il en soit, et on arrive à une magistrature parfaitement émancipée de la structure du noyautage communiste qui avait prévalu depuis 1945. Vous avez d'autres éléments aussi particulièrement importants, mais je voudrais insister sur celui de la politique familiale. La natalité en Europe centrale a commencé à décliner vers la fin des années 80, c'est-à-dire en fait avant l'effondrement du communisme. Simplement, ça s'est vraiment aggravé ensuite, et la Hongrie était même parfaitement le cas problématique, avec en 2011 1,11 enfants par femme, hein, ce qui était vraiment très bas. Et les politiques nationales hongroises ont permis de remonter le taux de natalité à 1,6 enfants par femme en 2020. Donc on a une véritable embellie. Simplement, il y a une stagnation dans le cadre de la crise Covid. On observe, c'est corrélé, une stagnation. Donc la question, c'est est-ce que c'est une stagnation provisoire ou est-ce que ça va repartir ? En tout cas, l'État hongrois a mis énormément de moyens sur la table pour... les nombres de mariages a doublé, le nombre de divorces a été divisé par 2, les avortements ont aussi beaucoup baissé. Et le but, c'est de donner aux femmes et aux hommes qui veulent fonder un foyer, qui veulent fonder une famille, les moyens matériels de le faire. C'est-à-dire que l'État ne peut pas se substituer à la volonté des gens, et notamment à la volonté d'un peuple de survivre. Et de ce point de vue-là, Viktor Orban disait il en sera de la Hongrie selon la volonté des femmes. On ne peut pas forcer les gens à faire des enfants. Mais dans la mesure où nous sommes dans une société profondément anxiogène, du fait des dépenses permanentes auxquelles on fait face, que des dépenses qui semblaient être des dépenses, je dirais, secondaires, ou des dépenses de loisirs sont devenues des dépenses absolument incompressibles. Je pense par exemple à l'usage de la voiture, aux dépenses énergétiques. Eh bien, le fait de protéger les familles avec des tarifs énergétiques préférentiels, avec la capacité à acheter une maison avec un crédit garanti par l'État qu'ils n'ont pas à rembourser une fois qu'ils ont fait 3 enfants, et toute une batterie de mesures extrêmement audacieuses qui consomment 5 à 6% du PIB hongrois. Donc c'est un énorme sacrifice, un énorme pari sur l'avenir. Mais la question est là, est-ce que dans 100 ans, la Hongrie sera peuplée de Hongrois ou pas ? Voilà. Et la position hongroise, c'est que fondamentalement, ils sont dans le bassin des Carpates depuis plus de 1000 ans, ils y seront encore dans 1000 ans, et il s'agit que les Hongrois se fassent des petits Hongrois. Voilà. C'est ça l'approche, je dirais, déterminante
et qui évidemment clive par rapport au schéma européen où candidat de droite, Jean-Claude Juncker en 2014 écrivait dans son programme pour la Commission européenne, il nous faut environ 55 millions de migrants en Europe sur les 30 prochaines années pour compenser les départs à la retraite, etc. Donc on a un rapport purement comptable d'un côté, et de l'autre on a un sentiment d'appartenance populaire et une communauté qui prend ses responsabilités et qui consent à des sacrifices financiers pour se donner les moyens de persévérer dans le temps. Voilà, j'en ai fini avec mon propos et je suis libre pour prendre vos questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gibelin. Donc, avant de laisser les questions au public, j'ai une petite question pour vous. Comment la résurgence de